Bonjour, pour cette édition d'Idées Noires, je vais vous parler de deux premiers romans. Celui d'Armel Carbonell, qui s'intitule Criminal Loft et s'avère être un thriller bien corsé, et celui d'Astrid Manfredi, le bien nommé La Petite Barbare, qui s'est révélé être mon coup de cœur de l'été. Nous ferons également un petit tour du côté de la bande dessinée avec Frères de sang, l'adaptation du roman du même nom de Raven et Giacometti. Enfin, je terminerai en vous présentant un événement à ne pas manquer pour tous les amateurs de littérature noire, le Salon du Polar de Templemar. Commençons avec Criminal Loft. Avant de vous parler du livre en lui-même, et de ce qu'il raconte, il est intéressant de se pencher sur sa genèse, et croyez-moi, ce ne fut pas de tourpeau. En effet, en 2011, Armel Carbonell tente l'aventure de l'auto-édition en sortant à ses frais la première mouture de ce roman. Le thriller connaît un beau succès auprès des lecteurs et de nombreuses chroniques très positives envahissent le web. MA Édition remarque le roman et propose un contrat pour une future publication. Malheureusement, le conte de fées tourne au cauchemar, l'éditeur dépose le bilan quelques semaines avant la sortie pourtant programmée. Criminal Loft est de nouveau orphelin. L'auteur ne se décourage pas pour autant et en profite pour retravailler et densifier son texte afin de le rendre encore meilleur. C'est au début de l'année 2015 que les éditions Fleurs Sauvages tombent sous le charme de la plume d'Armel Carbonell et décident de lui rendre enfin justice en publiant Criminal Loft. Alors vous allez me dire que c'est une bien jolie histoire, mais le livre, lui, il raconte quoi ? Eh bien, il raconte les aventures de 8 criminels condamnés à mort qui sont sélectionnés pour une télé-réalité où la récompense est la liberté. L'émission est tournée dans le sanatorium de Waverly Hill. C'est un lieu inquiétant où par le passé, d'ignobles choses se sont déroulées. Il faut savoir que cet endroit existe réellement et qu'un véritable travail de documentation a été réalisé par l'auteur. L'ambiance qui en ressort n'est pas sans rappeler l'atmosphère oppressante de Puzzle de Franck Tillier. Le texte se positionne du point de vue de John, un hors-la-loi de la pire espèce. L'emploi de la première personne du singulier permet une immersion totale et rend possible l'empathie entre le lecteur et John. Il y a un côté jouissif à s'identifier à une ordure comme lui. Il est rare d'avoir pour héros un personnage complètement antipathique et encore plus rare que cela fonctionne. Armel Carbonell parvient ici à réaliser ce tour de force. L'histoire est entrecoupée de flashbacks qui sont autant de clés pour comprendre la psyché de John. Criminal Loft n'est pas seulement un thriller psychologique, il pointe du doigt le côté voyeuriste et les dérives de notre société. Il sonne comme un avertissement et montre bien qu'il y a une ligne blanche que les médias ne doivent franchir en aucun cas. J'ai beaucoup aimé ce huis clos où le suspense partage l'affiche avec des scènes violentes et dérangeantes. L'écriture d'Armel Carbonell est d'une efficacité impressionnante. Simple et intense, elle fait de Criminal Loft un page-turner de grande qualité. À noter qu'il est sorti le 11 septembre aux éditions Fleurs Sauvages et qu'il est préfacé par le talentueux Laurent Scalès. Je vais maintenant vous parler d'un véritable coup de cœur. S'il est classé en littérature générale, La Petite Barbare d'Astrid Manfredi n'en reste pas moins un pur diamant noir. Les éditions Belfond ont anticipé la rentrée littéraire en décidant de le publier le 13 août. Cette stratégie risquée s'avère payante puisque le roman d'Astrid Manfredi s'est clairement démarqué de la masse de livres fraîchement débarqués dans les rayons de nos librairies. Parfois, on se tourne vers des romans qui sortent de notre zone de confort, en marge de ses lectures habituelles. La Petite Barbare est de cela. J'ai d'abord été séduit par le titre, puis par le regard hypnotique que l'on peut voir en couverture. L'auteur nous invite à participer à une expérience déstabilisante, puisque le lecteur va entrer dans la tête d'une fille de 20 ans qui est incarcérée pour complicité de meurtre. On l'appelle la Petite Barbare. Jamais son nom ne sera donné dans le livre. Et elle va bientôt sortir de prison. Quel a été son parcours ? Pour quelles raisons a-t-elle fini derrière les barreaux ? Comment a-t-elle vécu cette expérience carcérale ? Voilà les questions soulevées au gré du journal tenu par cette jeune femme coupable d'avoir été la complice passive d'un crime. Fille de banlieue,
Elle a joué du seul atout qu'elle avait en sa possession, sa beauté. Elle voulait toujours plus de robes, d'escarpins, de bijoux. Pur produit de la société de consommation, le paraître est pour elle l'unique moyen de montrer sa réussite. Sa vision de l'ascension sociale est complètement biaisée. Elle gravit les échelons en compagnie d'un homme qui la fascine et l'entraîne dans ses ténèbres. Elle lui pardonnera tout, ses coups de folie, sa rage, les humiliations qu'il lui fait subir, et même ses crimes. La petite barbare est un livre déstabilisant qui dresse un constat plus qu'inquiétant sur les valeurs qui sont véhiculées par notre société. La plume d'Astrid Manfredi est cinglante, sans concession et parfois crue. Je me suis demandé au fil de la lecture si ce roman était inspiré d'un fait réel, tant les événements et personnages sont crédibles. Ce livre va vous bousculer. Certains se diront sûrement choqués et des polémiques pourraient déferler. C'est tout le mal que je souhaite à Astrid Manfredi, car La Petite Barbare est une parfaite porte d'entrée pour débattre du monde dans lequel nous vivons et de celui dans lequel nous souhaitons élever nos enfants. Un livre utile qui fait réfléchir tout en étant accessible, une vraie réussite. Embarquons maintenant pour la planète BD. Jacques Raven et Eric Giacometti sont des auteurs mondialement connus dans le milieu du thriller. Surfant sur la vague ésotérique lancée avec le Da Vinci Code de Dan Brown, les deux compères ont réussi à créer un univers qui a largement surpassé l'effet de mode. Les aventures de leur personnage principal, Antoine Marcasse, le commissaire franc-maçon, sont déclinées en 10 romans dont le succès est incontestable. En 2012, le duo décide d'adapter lui-même le premier de leurs livres, Le Rituel de l'ombre en BD. Ils s'adjoignent les services de Gabriel Parma pour le dessin. L'intrigue tiendra sur 2 tomes à la qualité variable. Le premier surchargé de texte est un fiasco, le second corrigera le tir sans toutefois être transcendant. L'aventure aurait pu s'arrêter là, mais Raven et Giacometti persévèrent et adaptent cette fois Le Frère de sang, qui devrait être décliné en 3 tomes. Pour cela, ils confient le pinceau à Éric Albert. Nous sommes en 1355. Une jeune femme est soumise à la question suite au lien qu'elle entretient avec un sorcier juif qui vient de se faire exécuter. Elle semble détenir un terrible secret que l'Inquisition souhaite à tout prix obtenir. En 2007, Antoine Marcasse assiste à une loge avec ses frères francs-maçons. Cette dernière va se terminer en bain de sang. Il s'engage alors dans une course-poursuite pour rattraper l'assassin. Oubliez la première saga Marcasse, ici tout est d'un niveau bien supérieur. Les auteurs ont assurément appris de leur première expérience en matière de scénarisation de BD. L'alternance entre les époques découpe l'œuvre de manière astucieuse et génère beaucoup de suspense. Le graphisme d'Albert est bon et apporte une belle part de dynamisme. L'ensemble est soigné jusque dans les moindres détails. Voilà la preuve que la ténacité peut être récompensée. Marcasse a désormais une bande dessinée digne de ses péripéties littéraires. Vivement la suite. Je vais terminer en vous parlant d'un événement à ne pas rater, la 8e édition du Salon du Polar de Templemar. Il se déroulera le 26 septembre, de 10h à 18h30, et vous pourrez y retrouver 35 auteurs en dédicace. Cette édition s'annonce de grande qualité. L'affiche est vraiment béton. Je vous donne quelques noms en vrac. Il y aura Nicolas Lebel, qui est l'un de mes auteurs favoris, dont je vous reparlerai certainement le mois prochain pour la sortie de son dernier thriller. Le nouvel espoir du thriller français Olivier Norek. Le très sympathique Jacques Saucé. Les auteurs régionaux seront également de la partie, avec l'incontournable Franck Tillier, le plus british des nordistes David James Kennedy, ou encore Michael Monsloka, que les auditeurs de La Vie des Livres connaissent bien. Il présentera son excellent nouveau roman, Cette personne qui n'aimait pas les chiens, sorti le 11 septembre dernier. Je pourrais tous vous les citer tant il y aura de talents rassemblés dans cette salle des fêtes de Templemar. Quelques animations sont au programme, comme une soirée jeu sur le polar le vendredi soir, ou le samedi, la présence d'un caricaturiste et d'un groupe de jazz. Ce salon à taille humaine est particulièrement apprécié des auteurs et des visiteurs. Il offre une belle alternative à l'énorme machine qu'est le salon du polar de Lens et s'inscrit dans la veine du salon de Dainville.
Ainsi s'achève cette première édition d'Idées Noires. Je vous dis au mois prochain et en attendant, lisez noir.